l'enregistrement. Voilà. Voilà, cette introduction chiffrée est destinée à se remettre un petit peu dans le contexte. Mais comme je le disais, je pense que pas mal d'entre vous en contact avec les entreprises a constaté ce nouveau rapport à la fidélité de l'entreprise et ses envies de partir. Alors, il parle même de grandes démissions aux États-Unis, si vous avez vu ça dans l'actualité des dernières semaines, des millions d'Américains, après la crise du Covid, ont décidé de quitter l'entreprise. Alors, quelles sont les raisons principales? Il y avait une enquête intéressante et récente d'OpinionWay qui avait identifié 5 raisons principales. Alors, les raisons sont très personnelles, mais il y a quand même des grandes tendances. Et 5 tendances identifiées sont, d'une part, le besoin d'autonomie dans la gestion du temps de travail, et ça avec le travail à la maison et le contexte récent s'est effectivement renforcé. Un manque de lien avec les collègues. 83% des salariés interrogés mettent l'ambiance de travail et la convivialité au centre de leur intérêt pour rester chez l'employeur, ou en tout cas, si ça n'y est pas, l'envie d'en partir. Une mauvaise relation avec le manager, qui n'est pas suffisamment à l'écoute, qui ne s'adapte pas suffisamment au contexte personnel. Et ça, quand on évoque la nouvelle relation au travail, c'est quelque chose quand même qui revient beaucoup. On recherche des managers coach plutôt que le management hiérarchique à la française. L'absence d'engagement de l'entreprise, on dit que effectivement la RSE et l'engagement sociétal des entreprises sont de plus en plus importants pour les collaborateurs, mais ça veut dire aussi à l'intérieur de l'entreprise qu'il y a une attente d'inclusion, d'accueil de la diversité, etc. Ce n'est pas seulement l'engagement de l'entreprise vis-à-vis de la société en général, mais aussi c'est ses engagements vis-à-vis des collaborateurs. Et puis, il y avait une raison identifiée aussi qui pouvait être la réunionnite aiguë, qui est les réunions prennent trop de temps, elles ne sont pas assez productives, elles sont mal organisées, et il faudrait, voilà, on peut collaborer d'autres manières. Il se trouve que maintenant qu'on va passer à en quoi MapNmatch peut créer de la valeur, les approches, les analyses et tout ce qu'on peut tirer du profil MapNmatch répondent, comme vous allez le voir, à pas mal de ces objections, que ce soit dans la prise en considération des spécificités de l'individu, quand on va le gérer par rapport à ses talents, et qu'on va créer la relation, on va enrichir la relation managériale avec un dialogue autour des talents, la création de liens avec les collègues. Quand on parle de complémentarité des profils au sein d'une équipe et comment on couvre les talents nécessaires pour le bon fonctionnement d'une équipe, on travaille énormément le lien. L'autonomie dans la gestion du temps de travail, c'est des choses qui peuvent venir en identifiant certains talents qui ont besoin de cette autonomie et de ce terrain de jeu. Ça permet d'adresser pas mal de choses. Alors, de quoi parle-t-on quand on zoome sur l'utilisation et l'utilité d'un profil MapNmatch dans ce contexte? Première chose, quand on manage par les talents, on a vraiment la possibilité de créer l'environnement et de créer les conditions de réussite du collaborateur en assurant l'activation de cet E5, puisque c'est là où il va puiser de l'énergie, c'est là où spontanément il va avoir envie de créer de la valeur. Donc, on va se dire qu'à titre managérial, on va assurer qu'il peut les activer. On sait qu'on va pouvoir solliciter les C5, c'est sa zone de confort, ça lui procure de la satisfaction, même si c'est moins fort que l'épanouissement créé par les T5, les C5 vont être intéressants à activer aussi. Un collaborateur qui est en situation d'activer ses talents a plus de chances d'être épanoui et d'aimer ce qu'il fait. Surmonter les I5,
quand on a identifié ce qu'il prend de l'énergie, la question n'est pas évidemment de le préserver, de le mettre dans une bulle, un cocon, et de lui éviter d'adresser ses irritants, mais c'est quel mécanisme de compensation pour surmonter ces I5 peut-on mettre en place, et déjà en prendre conscience, c'est pas mal. Et puis, dans le même esprit, favoriser les dynamiques fortes, que ce soit les dynamiques ou des créations, des cycles de création de valeur. On va chercher à optimiser la phase de création de valeur dominante du collaborateur pour, une fois de plus, rechercher le meilleur match possible et donc l'épanouissement du collaborateur. Ce qu'on va faire aussi, une autre opportunité, c'est de valoriser la complémentarité. Vous le savez que ça fait partie de la philosophie de l'approche du modèle. J'étais cliqué un peu vite, valoriser cette complémentarité one-to-one, c'est ce que j'appelle dans la collaboration, c'est la complémentarité du manager avec son collaborateur ou deux membres de l'équipe l'un avec l'autre, et puis la complémentarité dans le collectif, puisqu'on va avoir un dialogue basé sur ce que chacun apporte à la dynamique collective et comment ensemble on est plus fort et on va adresser les enjeux collectifs. Donc là, dans la création de liens et dans le sentiment d'appartenance et d'engagement, on va pouvoir activer ces leviers également. Enrichir le dialogue managérial, là, c'est plutôt dans la manière. Une fois qu'on a identifié les manières d'analyser et de comprendre le mode de fonctionnement du collaborateur et du collectif, l'idée, c'est d'encourager le manager à l'exprimer, à le verbaliser. Et une fois que nous, consultants et coachs, on sort de l'encadrement et de l'accompagnement de la relation managériale, que ça devienne un vrai outil de dialogue et de conversation, et que ça devienne un outil managérial à part entière. Et finalement, la liste est longue, hein, last but not least, recréer du lien au sein d'une équipe quand on est en atelier collectif et après qu'on passe la main au manager pour qu'il continue à activer cette dynamique collective. On a la création de liens entre collaborateurs. Pour ceux qui l'ont expérimenté, le jeu du wouzou dans un atelier collectif est toujours le théâtre de belles surprises, de belles prises de conscience, de confirmation de la façon dont on voyait ses collègues. Donc, on redécouvre ses collaborateurs sous un nouvel angle, ou quand on est en prise de poste, on apprend à entrer en relation avec ses nouveaux collègues sous un angle positif et intéressant. Et puis, on va travailler la dynamique collective et on va mobiliser ce collectif autour des attendus collectifs au cours de cet atelier. Et on va fédérer les différentes forces en présence pour mieux s'organiser et optimiser la réalisation des objectifs communs. Donc, plein d'opportunités où on se dit si on accompagne et qu'on valorise tous ces usages de l'approche Map and Match, on a quand même des clés très intéressantes à donner à nos clients pour lutter contre le départ de leur talent. Alors, ce que je vous propose, c'est comme toujours d'être dans le concret. Et pour chaque exemple, je demanderai si certains d'entre vous souhaitent compléter par des exemples concrets et comment vous percevez les choses, si ça vous paraît tout à fait logique. Voilà, on est dans la partie interactive de la présentation. Alors, je reviens sur chacun des points. Donc, le premier que je proposais, c'était manager dans la relation managériale. Comment est-ce que, avec l'exemple ci-dessous, je peux illustrer concrètement le propos? Je vais commencer par regarder les T5 et je vois cette personne qui a un T5 créatif. Quel va être le réflexe managérial idéal? C'est d'être conscient qu'il faut laisser de l'espace à cette créativité
pour qu'elle puisse s'exprimer, parce que je suis conscient en tant que manager que cette personne va apporter aussi la possibilité de sortir de l'ornière. Dans la définition du talent créatif, c'est la page blanche, certes, donc c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de complémentaire à l'amélioration de l'existant, mais dans la réflexion collective, c'est quelqu'un qui va permettre aussi de sortir du ronron, de la routine, et qui va permettre de faire différemment. Le T5 avaliseur, en tant que manager, j'ai envie de me dire comment je peux optimiser ce talent et le solliciter, par exemple, pour la création de tableaux de bord et KPIs. Avaliseur, ce n'est pas un talent qu'on retrouve si fréquemment en T5, donc quelle que soit l'activité, quand j'ai un avaliseur dans mon équipe, je me dis, tiens, comment est-ce que je peux optimiser cet apport d'esprit analytique, de décortiquage, et voilà, un moyen très direct et pragmatique va être de le solliciter pour la construction de tableaux de bord, par exemple, ou contribuer à la définition de KPI. Son T5 de stratège, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me dire, d'une part, il y a un besoin de comprendre vers où on va. Quand on a une appétence personnellement pour la projection long terme, je vais dynamiser mon collaborateur en lui partageant déjà ma vision long terme de manager. Je sais que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de voir où ça nous mène et de comprendre le pourquoi des choses. Ça, c'est répondre à son besoin. Et puis, comment est-ce que je peux optimiser et le mettre en contexte, en condition pour activer ce talent, le faire contribuer, peut-être lui. Alors, on n'a pas toujours l'occasion de solliciter la contribution des collaborateurs à la définition de la vision, mais demander certains inputs, à minima partagés, et l'inclure dans ce raisonnement long terme. Ensuite, je reviens dans la dynamique bleue, j'ai le T5 d'expert. Donc, c'est quelqu'un qui apprécie être référent. Donc, formaliser et valoriser le rôle de référent, c'est peut-être aussi quelque chose de gagnant-gagnant. Ça va mettre en avant cette appétence pour la personne et ça va m'être utile dans mon équipe d'avoir quelqu'un vers qui on peut se tourner, pas forcément moi, le manager. En particulier sur cet exemple, on a travaillé avec un autre coach partenaire récemment pour accompagner une entreprise et c'était au moment du switch entre deux directeurs de production. Et l'entreprise a souhaité que le sortant réalise son profil et son débrief et que le nouveau, forcément, a réalisé son profil et a été débriefé dans le cadre de sa prise de poste. Ce qui était très intéressant, on a peu souvent l'occasion de le faire et vous partagez votre expérience volontiers si ça a été le cas. C'est la première fois que je débriefais un sortant. Et en l'occurrence, cette personne avait un T5 d'expert et une des raisons pour laquelle il avait démissionné pour prendre un autre poste de direction de production dans l'industrie, c'est qu'il n'avait pas l'occasion d'exercer, de mettre en pratique les études très pointues, la spécialisation qu'il avait fait en optimisation environnementale de l'outil de production, etc. C'était une vraie appétence pour lui. Il avait vraiment envie de s'éclater à faire ça. Et dans le poste qu'il avait actuellement dans l'entreprise, on lui demandait plutôt de faire tourner les choses, de déployer des outils existants et de remettre un peu en cause l'existant, mais de manière beaucoup trop généraliste. Et il dit, bon, voilà, moi j'étais frustrée de ne pas pouvoir, au moins à la marge, j'avais bien compris que dans mon poste, ce n'était pas un poste de spécialiste, et je n'ai même pas eu l'occasion d'amener ma spécialité dans le poste généraliste que j'avais pris. Donc, on voit, là, j'ai une illustration très concrète de la frustration et donc cette raison de départ, de démission, liée à la non-activation d'un T5. Est-ce que d'autres autour de l'écran ont déjà ressenti, sans peut-être aller à la démission, mais ont eu des feedbacks
de répondants au profil dans ce sens? Une réaction sur l'activation de ces T5? Oui, tout à fait. Allô, allô? Oui, c'est Norma qui parle, c'est ça? Oui, en fait, oui, je remets. Oui. Oui, ben, écoute, moi j'ai eu quelqu'un que j'ai accompagné et lui, il avait donc tout à fait le talent de stratège et il était en inconfort dans le manager. Et j'ai fait part à sa hiérarchie, justement. Il souffrait dans son poste, il était chef de service et il souffrait dans ce poste. C'était il y a un an et je les ai beaucoup alertés là-dessus. Et il était en plus expert. Et certes, ils avaient besoin de son expertise. Et là, justement, il vient de dire, il démissionne parce qu'ils se sont acharnés à le garder chef de service. Et je leur ai dit, il est en inconfort manager. Il a besoin d'avoir la vision stratégique de l'entreprise et on ne l'associait pas à la vision stratégique de l'entreprise. Et donc, en fait, il voulait un poste d'expert tout en ayant une vision stratégique. C'est vrai que des fois, on se dit, un expert n'a pas besoin d'avoir la vision stratégique. Eh ben, les gens sont tous différents. Bien Et sûr. là, voilà. Pourtant, je les ai alertés depuis un an. Je les ai re-alertés en décembre. Ils s'étaient engagés, OK, on va l'enlever du poste chef de service pour le laisser en expertise. Comme ils n'avaient pas trouvé encore son remplaçant, voilà. Mmh, mmh. Ok. Non, bah, super, c'est tout à fait cet exemple-là. Merci beaucoup, merci pour ce partage. Ouais, sans aller jusqu'à la démission à ce stade, un cas qui est en cours de débrief, là, assez intéressant, d'une DRH. Et dans ce service, il y a une jeune femme qui est ordonnanceur. Donc, comme c'est une structure qui est en pleine évolution, elle a contribué, elle est ordonnanceur et elle est très créative. Donc, elle a contribué à mettre en place tout un tas d'outils et tout ça. Donc, les choses se structurent et la DRH est de plus en plus visible. Comme elle est de plus en plus visible, elle prend des coups. Et il se trouve que cette jeune femme, elle a horreur elle n'est pas décideur, elle a un irritant décideur et elle est très fortement médiateur. Et du coup, à la dernière salve d'agression qu'elle a pris, elle s'est mise en arrêt maladie 15 jours. Et moi, mon pari, c'est que à la prochaine, elle va lâcher l'affaire, quoi. Mmh, mmh. Oui. Oui, oui, tout à fait. Et on en vient, alors je mentionne les C5, mais effectivement, on va parler, comme vous le faites tout à fait naturellement, des irritants. Les C5, passer le sujet, on sait qu'ils sont la zone de confort et qu'on peut les solliciter aisément et que c'est important que pour partie, un titulaire de poste ait une partie de ses missions dans sa zone de confort et de plaisir. Donc ici, en plus, on a la chance d'avoir un profil qui a un C5 de médiateur. Donc le solliciter pour créer le lien dans l'équipe, c'est jamais perdu. Et ça lui permet d'être sur une zone de confort. Ici, dans l'exemple qu'on a à l'écran, les irritants sont concentrés dans l'exécution, dans la réalisation. Donc, si possible, c'est un profil sorti de son contexte, mais je m'assure que la personne n'est pas attendue trop sur… alors, tout le monde est attendu sur la réalisation de ses objectifs, mais sur le faire, sur être sur le terrain. J'espère que ce profil est un profil de coordinateur ou de responsable et qu'il a à ses côtés une équipe dans la réalisation qui peut s'appuyer en tout cas sur une équipe ou sur d'autres personnes pour réaliser. Mais effectivement, si on le met au pied du mur, sur le terrain, dans la réalisation, la finition, des process très pragmatiques trop longtemps, on va se retrouver dans la situation des collaborateurs que vous mentionnez. Tout à fait. Alors, l'autre, je passe. Même à un niveau plus large, là, on est allé tout de suite au niveau des talents T5, C5, I5. Mais ici, sous les yeux, on a un profil systémique. Donc, c'est intéressant aussi de regarder la phase de création de valeur dominante du collaborateur. Alors, j'ai pris volontairement un exemple systémique parce que vous allez me dire, mais il n'y a pas de phase dominante. Mais on sait qu'un Oui, il profil… y en a trois.
Un peu plus, oui, effectivement, mais il y a quand même du T5 dans les quatre dynamiques périphériques. Donc, on considère tout de même que ce profil est un profil systémique avec un focus effectivement Q2 qui est pas mal intéressant. Mais un profil systémique, pour rappel, adore la vision projet et la vision de A à Z. Donc, en tant que manager, je vais m'assurer que ce mode projet est bien activé dans les missions du collaborateur et m'appuyer sur cette appétence pour ce mode projet, pour être le fil rouge dans toutes les phases de création de valeur. Puis effectivement, j'ai un petit focus Q2, donc je sais qu'il y a une appétence un peu plus marquée dans le développement, dans la phase de développement de projet. Et donc, quand je peux en tenir compte, c'est quelque chose qui va être tout à fait intéressant d'activer avec le collaborateur. J'évoquais la valorisation de la complémentarité à deux égards. Le premier, c'est entre collaborateurs, c'est one-to-one. Là, je reprends mon profil systémique à gauche et puis j'ai un profil d'un collaborateur, c'est dans une équipe réelle. J'ai un autre collaborateur et on voit qu'effectivement, ces profils sont complémentaires. Donc, si je considère qu'à droite, c'est mon manager par rapport à mon collaborateur, je vois qu'effectivement, en tout cas, ces deux individus se complètent dans chacune des dynamiques. On a un point commun sur l'éclaireur et l'ordonnanceur, et sur les autres dynamiques, on se complète. Donc, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être pris en considération dans la manière de travailler avec les autres et chacun va savoir en quoi il peut optimiser sa création de valeur en travaillant avec quelqu'un d'autre. Ça travaille à la fois la reconnaissance de la valeur du collaborateur et puis les synergies à créer entre collègues. Et la complémentarité, comme vous le savez, on la regarde aussi dans l'équipe. Donc là, j'ai toujours mes deux collègues qui sont différents, qui vont se compléter. Alors, ce n'est pas qu'à eux deux, ils vont couvrir l'ensemble des choses non plus. Hein. On n'est que sur un duo qui est quand même très complémentaire. Mais là, si je prends l'équipe complète dans laquelle s'insèrent ces deux collaborateurs avec 5 autres, mais là, on fait tout ce travail que vous connaissez en étant certifié de chaque collaborateur vis-à-vis de l'équipe, qu'est-ce qui vient amener comme pierre à l'édifice. Et puis, ensemble, tous ensemble, avec nos forces conjointes, comment est-ce qu'on s'assure de la pérennité, l'efficience et la performance de notre collectif. Donc, la valorisation de cette complémentarité renforce ce sentiment d'engagement et d'appartenance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Est-ce que vous avez déjà vu cet effet de complémentarité qui suscitait du coup l'engagement ou certains déclics pour ceux qui ont pratiqué du collectif? Tout à fait. Oui, Norma, ça t'évoque un exemple en particulier? En fait, je dirais, moi, j'ai fait un séminaire pour une équipe de direction d'une PME qui était en cours de constitution. Et c'est vrai que ça a été extraordinaire à la fin de la journée. Et derrière, les gens étaient très motivés par ce qu'ils ont vu. Et d'ailleurs, dans la suite, en fait, il y a eu des remaniements et des changements de poste en fonction des profils. Et il se trouve que ceux qui, notamment, il y avait quelqu'un qui avait, je dirais, vraiment beaucoup d'affinités commerciales tout en étant très bon manager et tout en ayant une bonne vision globale. Et donc, en fait, après, il y a eu des remaniements naturels qui se sont faits
et où chacun, quelque part, a été positionné à la bonne place, si je puis dire, comme dans une équipe de foot où on a fait des petites rotations et ça est paru tout à fait naturel et il n'y a pas eu de discussion. C'est-à-dire, autant avant le dirigeant, il voulait dire, je ne vais pas parler d'organisation, je ne vais pas en entendre parler. Et suite à ça, bah, finalement, les choses se sont passées plus naturellement. Puisque, en fait, chacun a été quelque part placé là où il avait son talent et là où il avait envie d'être. Ah ben super, merci pour l'exemple Norma, parce que du coup, ça me fait penser à un autre exemple où un de nos clients est DRH en entreprise et plus particulièrement un de ses projets est la gestion d'un pool de haut potentiel d'une quinzaine de personnes et qui ont chacun réalisé leur profil, été débriefés. Et puis, il les a fait travailler en mode action learning. Vous savez, on confie un projet un peu stratégique, un sujet stratégique d'entreprise à un petit groupe et ils doivent venir présenter leurs résultats au CODIR après une période de 3 mois. Et il a constitué, il avait 5 trios et il a constitué les trios à l'intérieur de son groupe de haut potentiel en fonction de leur profil, pour les mettre en condition de réussir et être sûr de couvrir au mieux toutes les phases du projet, parce qu'il allait leur livrer un sujet, mais il allait falloir aller rechercher de la data, faire un plan d'action, s'organiser, produire la présentation, l'effectuer, etc., aller chercher du feedback, etc. Et donc, il a composé ces trios, on a regardé ensemble, on a fait l'exercice ensemble dans la plateforme, et il l'a expressément annoncé au groupe en disant, voilà pourquoi je vous ai mis, voilà la clé qui a été choisie pour vous mettre ensemble, parce qu'on veut vous mettre en condition de réussir et que vous voyez la force de cette complémentarité. Et ça a donné des résultats fantastiques parce qu'effectivement, de manière consciente, ils se sont répartis les tâches à 3 dans chaque sous-groupe et il n'y a personne qui a loupé le délai, qui a pas, enfin, ils étaient super organisés et ils l'ont vraiment pris comme clé de réussite. En fait. Donc, oui. Si tu as 30 secondes, Valérie. Un autre exemple, Oui. J'avais donc fait ça pour un manager et lui, il a eu une réflexion que j'ai trouvée très intéressante. Il m'a dit, j'ai participé à un très grand projet et en fait, je comprends maintenant pourquoi il y a quelqu'un qui était très brillant pendant le début du projet, pendant la phase de mise en place et de démarrage du projet et à la fin, il n'était plus à sa place. Et d'où l'intérêt de mettre en place ce concept de leadership tournant. Il a dit, donc, quelque part, bon, la personne dont il parlait, je n'avais pas son débriefing des talents, mais probablement, ça devait être quelqu'un dans le Q1, Q2, et en Q3, il n'était plus du tout à l'aise, et encore moins en Q4. Oui, excellent. Et effectivement, c'est bien de ça qu'on parle. C'est bien de ça qu'on parle. Oui, ça peut être très visible, et parfois, ça l'est moins. Et justement, le diagnostic via la MAP Team peut mettre en lumière ces choses-là. C'est vrai que ça peut être aussi, on l'a vécu, un diagnostic des raisons du dysfonctionnement d'une équipe. Il arrive que Map & Match arrive dans un contexte d'équipe qui ne fonctionne pas bien et où là, le diagnostic permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mais effectivement, en anticipation, c'est également très, très fort. Et donc, c'est le lien avec cette autre valeur ajoutée qui est que tout cela vient enrichir le dialogue managérial, parce qu'on peut rester, comment dire, en back-office avec ces analyses et fournir les clés au manager, mais la recommandation, c'est aussi d'encourager le manager, comme on vient de l'évoquer dans ces quelques exemples, à formaliser et à verbaliser cette approche. Donc, évoquer les talents et les attentes avec la mise en perspective, vous avez évidemment sous les yeux ce que vous reconnaissez être la caractérisation d'un poste, qui permet de mettre en perspective
au-delà de l'analyse, de la compréhension des forces, des appétences d'un collaborateur, les mettre en perspective avec l'analyse du poste et qui permet de croiser avec l'analyse des compétences et de la performance, parce que voilà, c'est pour ça que ça vient enrichir le dialogue managérial qui, de manière basique, on l'espère, est déjà au niveau de la performance. Est-ce que tu es aux attentes, tu atteins les attentes ou pas? Ensuite, on espère qu'il y a une partie du dialogue sur le développement. Quelles sont les compétences maîtrisées? Quelles sont celles peut-être à développer? Et puis là, on vient enrichir encore ce dialogue avec l'optimisation consciente des correspondances. Ben oui, tu vois, ça c'est attendu et tu as cette appétence. Donc, si on a appétence, compétence qui correspondent à un R5, un attendu clé du poste, c'est super et c'est bien de le dire que c'est super. Et puis après, ben, on n'est pas du tout, on a un irritant sur une des attentes clés du poste. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est compétent? Est-ce qu'on n'est pas compétent? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est autre chose, une autre action de développement? Ça ouvre énormément de perspectives. C'est en ça où on peut encourager les managers à enrichir ce dialogue. La dynamisation du collectif, alors c'est le recréer est entre parenthèses parce que c'est autant dans des nouvelles équipes, dans l'onboarding d'une nouvelle équipe qui a connu des mobilités internes, du recrutement, etc., qu'une équipe qui fonctionne ensemble depuis longtemps va se redécouvrir les uns les autres sous un nouvel angle. Et vous savez qu'en atelier collectif, on recommande de faire l'exercice du qui est qui et de deviner les profils anonymes, de reconnaître ses collègues à travers des profils anonymes. Et c'est ce que je disais en introduction, on a toujours de belles surprises avec des découvertes de personnes qui croient bien se connaître. Et là, je fais un clin d'œil à Delphine, avec qui on a assisté récemment à un collectif où c'est arrivé, hein, je te vois opiner, Delphine, où dans les takeaways de 3 heures d'atelier, un des participants mettait en avant mais je ne savais pas ça d'Isabelle, je l'ai découverte sous un nouveau jour et c'est intéressant, etc. Donc, on est vraiment dans cette création de liens. Et puis, évidemment, fédérer autour d'un fonctionnement collectif. Vous avez sous les yeux une caractérisation de raison d'être d'équipe et toutes les choses qu'on peut faire pour engager les collaborateurs dans leur dynamique collective en perspective avec les attentes collectives permet de remobiliser ou de mobiliser, de fédérer autour d'un objectif commun où on n'est justement pas dans le pointage des uns et des autres, mais et on ne cessera de revenir sur l'importance quand vous lisez un profil d'équipe, de le regarder comme dans son unicité et pas et au-delà d'une collection d'individus, mais de regarder l'équipe dans ses propres dynamiques, dans ses propres modes de fonctionnement, de les mettre en perspective avec les attentes. C'est un exercice qui n'est pas facile pour nous, les coachs ou les experts map and match, parce que tout collectif est constitué des profils individuels qu'on a souvent débriefés en one-to-one, donc on est rentré assez profondément dans l'individuel. Et il faut vraiment faire ce switch pour regarder le collectif dans son unicité et emmener l'équipe à se voir dans son unicité. Et ça, c'est un nouvel exercice souvent. Il y a peu d'équipes, surtout projet. Quand on est une équipe de vente, une équipe fonctionnelle avec tous le même métier, c'est peut-être les fédérations de postes qui ont cette conscience la plus évidente de l'unicité du collectif. Mais souvent, quand on accompagne des comités de direction ou d'autres collectifs, réfléchir dans leur mode de fonctionnement CODIR plutôt que dans on est chacun responsable de notre organisation et accessoirement on a
on a des rendez-vous communs et on pilote ensemble l'entreprise. C'est vraiment une valeur ajoutée de pouvoir se reposer sur cette map collective pour les mettre face à des enjeux collectifs. OK. Des questions ou une réflexion par rapport à cette approche fédératrice de considérer l'équipe comme une et une seule? Pas de réaction particulière? J'adore quand ça vous paraît naturel parce que vous verrez que vous emmènerez vos clients. Parfois, il faudra les tirer un peu sur cette vision de l'unicité, mais qui est tellement, tellement enrichissante. Bon ben voilà le petit résumé. On a balayé toutes ces valeurs ajoutées et en quoi ça pouvait répondre aux problématiques qu'on avait identifiées en introduction. Est-ce que vous voyez d'autres choses à mettre en avant pour ceux qui pratiquent régulièrement ou par rapport à des besoins que vous avez identifiés chez vos clients qui voient partir certains de leurs talents? Moi, je pense qu'on peut aussi étendre l'utilisation du profil sur un parcours d'évolution, un parcours de carrière au sein de l'entreprise. Quand on a un vrai talent, qu'on a identifié le talent et qu'on veut capitaliser dessus, c'est comment je le fais évoluer, sur quel type de poste et comment je ne me trompe pas, parce que moi, ce dont je me rends compte, c'est que bon, les top talents, ça fait beaucoup rêver, surtout les DG, et ils se projettent beaucoup. Et parfois, pas forcément de la bonne façon, de sorte que les talents peuvent se retrouver des jouets de la direction générale ou d'un directeur général ou d'un mentor. Et de mettre sous les yeux les vrais talents ADNiques des collaborateurs et leur dire attention, leur source d'épanouissement, ce sera là et pas forcément là où tu veux toi et où tu aurais envie que la personne soit. C'est important, surtout si tu veux le garder et si tu veux le faire rêver. Oui, on recroise un peu l'exemple de Norma tout à l'heure sur certains dirigeants, même avec ces clés de lecture sous les yeux, tardent à réagir et les conséquences sont, j'imagine que c'est une perte, une vraie perte de valeur pour l'entreprise aussi. Oui, ou même parfois tout simplement se tromper en se disant ah oui, c'est un super talent. Dans X années, il sera directeur marketing. Quand on voit dans un profil que la personne a zéro intérêt pour tout l'accompagnement humain, pas d'appétence pour la prise de décision, pas d'appétence sur le manager, pas d'appétence sur la coordination, etc. Je te dis attention, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais tout à fait, je rejoins complètement ça. Et en fait, moi, ça me fait sourire des gens qui disent « je cherche des talents ». Mais ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talents. Ça dépend ce qu'on cherche. Moi, il y a une autre utilisation que j'imagine dans le contexte de la fuite des talents, c'est tous les éléments qui concernent, moi je le vois sous l'angle de l'organisation, la structuration des sujets de développement durable dans les entreprises. Le développement durable, ce n'est pas l'apanage d'une direction. Souvent, il y a un aiguillon qui est à la manœuvre, mais ça irradie dans toute l'entreprise en fait. Et ce n'est pas non plus organisé en mode projet. Je prends par exemple, dans toutes les entreprises, il y a des objectifs de réduction du carbone, par exemple, ou réduction des packaging, des trucs comme ça. Comment ça fonctionne? Il y a souvent une direction qui s'appelle direction du développement durable, et puis dans chacune des directions de métier, on a des personnes à la manœuvre. Tout ce petit monde
et organisé pas toujours en mode projet. Et c'est difficile de faire baisser les peurs et de créer du lien sur des objectifs qui peuvent être perçus parfois comme un peu passionnels. Et moi, j'imagine bien utiliser un outil comme celui-là pour pouvoir créer du dialogue entre les uns et les autres, créer de la complémentarité dans une équipe qui ne s'appelle pas vraiment une équipe et qui ne s'appelle pas non plus un projet, pour justement identifier les forces vives au bon endroit, parce que le corollaire de ça, c'est si ça ne marche pas, les personnes s'en vont, quoi. Et comme c'est des métiers hyper dynamiques où il y a 18 offres par personne, c'est très important de travailler sur le bien-être, ou du moins le sens et la juste place des personnes dans les entreprises sur cette question-là. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais… Je pense, je vois des têtes opinées. Oui, ça fait tout à fait sens. Et ce qui me fait penser à encore une autre application qui est moins proche de la fuite des talents, mais qui est, on a un client qui a utilisé les profils Map and Match pour identifier les ambassadeurs de projets à l'intérieur de son organisation. Et ça permet, et on aura l'occasion de creuser le sujet de la transfo, du changement, qu'est-ce qu'on regarde en particulier dans un profil, mais identifier les personnes qui spontanément vont avoir envie de porter des projets, d'être ambassadeurs de quelque chose et des locomotives, et de pouvoir identifier aussi ceux que ça n'intéresse absolument pas et qui risquent d'être des freins. C'est extrêmement utile aussi pour qu'il n'y ait pas, d'une part, de déperdition d'énergie, parce qu'il y en a qui voudraient faire quelque chose et qui ne l'exploitent pas, et puis d'autres qu'on va peut-être désigner ambassadeurs, alors que ça va leur prendre une énergie folle et ça va retarder le projet. Donc, effectivement, on est sur un sujet connexe de ce que tu évoques, Florence, mais effectivement, identifier des ambassadeurs et confier les rênes et le pilotage, pas au sens de la dynamique du rouge, mais voilà, de donner les moyens aux bonnes personnes qui ont envie d'emmener les choses. Oui, tout à fait. Et là, ça me revient là, dans le recrutement d'un membre de comité de direction, alors que la PDG, c'était une femme d'un grand groupe industriel, avait très envie d'une personne qui avait fait Polytechnique, qui paraissait très, très, très brillantissime. Et finalement, ce qui a fait la différence un petit peu, c'est aussi les profils. Cette personne avait un profil qui lui a montré que ça n'allait pas matcher avec le profil de l'entreprise par rapport je dirais, à son profil de talent, alors qu'il y avait une autre personne qui avait un profil plus systématique, qui avait beaucoup plus d'atouts pour matcher avec l'entreprise, alors qu'elle avait vraiment, on le savait, qu'elle voulait absolument l'autre personne. Finalement, elle a penché pour la personne qui correspondait plus à l'équipe, à la culture de l'entreprise. Et là, ça a été un des éléments, quand on a bien vu les différences entre les deux profils. Et là, Valérie, tu m'avais accompagné un peu dans cette analyse qu'on a fait très, très poussée des deux personnes. Et puis finalement, elle n'a pas regretté son choix. Et tout dépend du contexte. Récemment, je discutais aussi dans le cadre d'un recrutement d'un comité de direction d'une fondation avec le chasseur de tête, et on échangeait entre deux candidates pour faire partie du comité de direction de cette fondation qui appartient à une famille et donc qui a besoin, l'équivalent du DG, c'est quelqu'un qui sélectionne des projets à leur soumettre, et c'est in fine la famille qui décide où elle veut investir pour le mécénat. Et il y en avait deux profils checkés par ailleurs de finalistes, et il y en avait une qui était vraiment dans la recherche du consensus et d'identification des besoins de la famille, et on allait voir qu'elle était dans la médiation, dans l'écoute, dans la connexion, vraiment dans l'humain, et l'autre qui était beaucoup plus rationnel, pragmatique, high level ordonnanceur, affronteur, etc., qui allait peut-être amener
des projets innovants. Et on se retrouve face à des candidats où est-ce qu'on cherche un clone ou du consensus, ou est-ce qu'on cherche à secouer un petit peu les choses. Et, mais dans les deux cas, il n'y a pas de bonne. Après, c'est un choix de la famille qui décidait d'avoir l'un ou l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer ces clés-là et puis de les expliciter par rapport aux candidats en disant on vous a fait arriver parce que on a besoin de ce consensus, etc. Ou de dire à l'autre, ben, on vous a fait arriver parce que vous allez amener de la structure, etc. Et c'est là qu'on se donne toutes les chances de succès, d'adhésion du nouvel arrivant et de succès de la collaboration et de son intégration dans l'organisation. Tout à fait. Et en fait, ce qui est très intéressant à ces hauts niveaux-là, typiquement, la personne, il y a un poste pour 2 ans et le poste d'après. Et Aussi. finalement, celle qui n'a pas été retenue aurait été bien pour peut-être des postes d'après dans 2, 3 ans. Après, c'est un choix à faire. C'est encore une autre clé de choix. C'est une autre clé. On est d'accord. Ouais. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour ces partages.